Madame, Monsieur, bonjour. Il y a un mois, c'était l'horreur à Casablanca. La plaie est encore béante, le 16 mai est encore dans toutes les mémoires. Bien sûr, les réactions furent promptes et nombreuses. Bien sûr, les idées divergent sur les origines, les sources de ce fléau dont on se croyait prémuni. Et bien qu'il ait sévi dans des pays voisins, géographiquement ou culturellement, des pays comme l'Algérie, la Tunisie ou encore l'Arabie Saoudite ou l'Indonésie. La question est de savoir maintenant comment se prémunir, comment guérir puisque le mal a bel et bien frappé. Notre invité, le professeur Mohamed Harkoun, a un avis sur cette question fondamentale. Monsieur Harkoun, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir, toujours. En dépit d'un emploi du temps particulièrement chargé. Oui. Ça, on le sait. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, agrégé de langue et de littérature arabe, auteur de plusieurs ouvrages, traduits qui plus est dans plusieurs langues, spécialiste de l'islam. Le professeur Harkoun a sillonné le monde où il a donné des conférences sur des sujets liés notamment à l'islam. Le professeur Harkoun, et ça c'est une précision très importante, est d'abord et avant tout historien. Co-auteur d'un livre paru récemment, De Manhattan à Bagdad, ou Au-delà du bien et du mal. Alors, professeur, avant de parler de ce livre extrêmement intéressant, je voudrais que vous nous livriez vos impressions, vos sentiments après les attentats du 16 mai. Oui, ce ne sont pas des impressions, c'est une participation profonde à tout ce qui affecte les pays musulmans, puisque, en tant qu'Algériens, nous vivons en Algérie une tragédie depuis bien longtemps. La tragédie de la guerre de libération que les Algériens ont vécue avec beaucoup de courage et de patience, espérant que cela déboucherait sur une vraie et totale et irréversible libération. Et voici que l'histoire nous a réservé, nous le savons tous, une deuxième guerre civile qui dure depuis 10 ans. Et effectivement, nous étions heureux que le Maroc ait pu échapper à de telles épreuves. Et tout le monde était persuadé, je le sais, aussi bien parmi les Marocains, ici, chez eux, qu'à l'extérieur, les observateurs du Maroc, tous disaient, le Maroc est un îlot de paix et il semble que les choses se passent bien. Et vraiment, les observateurs extérieurs, je peux en témoigner parce que, comme vous l'avez dit, je voyage beaucoup et je recueille les impressions à l'extérieur sur l'Afrique du Nord en particulier, le Maghreb. Et le Maroc était vu avec à la fois un œil de sérénité et aussi de confiance. Qu'il se passait des choses ici, du point de vue politique, qui allaient conduire le Maroc vers cette insertion de nos pays Démocratisation, dans la démocratisation, respect des droits de l'homme, etc. Exactement, dans la culture moderne et dans la contribution, car on peut aussi contribuer, pas seulement recevoir, contribuer à produire notre histoire à tous. Et voilà donc ces attentats du 16 mai. Et puis, il y a cette... Je ne dirais pas que c'est une surprise malgré tout, car moi, en tant qu'historien de la pensée islamique, je peux remonter très loin dans le passé sur l'évolution de cette pensée islamique qui, du point de vue du travail intellectuel, de la production intellectuelle, pour soutenir justement la croyance religieuse et ne pas la laisser dériver vers les mythologies autrefois, c'est-à-dire avant le contact avec la modernité, et après le contact avec la modernité, dériver vers l'idéologie politique. Parce qu'il y a une différence entre la mythologie qui s'exprime d'une façon littéraire, il y a donc au moins l'aspect esthétique dans la mythologisation de la littérature mythologique, tandis que dans l'idéologie, il y a les slogans de combat. C'est ça, nous allons en parler. Et donc, c'est une participation intense. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, depuis le 1er septembre en particulier, j'ai particulièrement fixé mon attention sur la nécessité d'assumer le 1er septembre en tant que chercheur, penseur et enseignant. 3 fonctions
car vous avez remarqué que parmi l'opinion arabe et musulmane après le 1er septembre, pratiquement nous n'avons pas de réaction d'autocritique. Vous parlez du 11 septembre. Oui, du 11 septembre. Le 11, c'est pas le Oui. 1er septembre. Non, non, pardon, le 11 septembre. Le 11 septembre, bien sûr, je m'excuse. Il n'y a pas de réaction. Alors que du côté européen, par exemple, Derrida, mais il a l'habitude de le faire, il a publié un livre aussi de pensée, d'analyse critique, d'autocritique de la raison moderne occidentale, qui s'appelle voyou, entre guillemets, État voyou. Alors, et 2 points, 2 essais sur la raison de Derrida, car c'est la raison qui est en cause. C'est le fonctionnement de la raison humaine. Comment nous raisonnons pour comprendre notre temps et comment nous raisonnons pour assumer notre passé de musulmans, d'arabes, mais aussi de plusieurs mémoires collectives que nous avons abandonnées. J'appelle mémoire collective les mémoires qui s'expriment dans des dialectes. Ici au Maroc, en Algérie, nous avons les dialectes berbères à côté des dialectes arabes. Et nous savons ce que veut dire un dialecte. Il veut dire l'existence d'une mémoire collective qui ne s'assume pleinement qu'à travers ce dialecte, qui remonte très loin dans l'histoire. Ça, nous l'avons négligé. Et ça nous a coûté cher. C'est une des choses qui nous ont coûté cher. Et c'est récemment seulement que nous avons vu le Maroc, justement, enfin regarder des mémoires collectives dans ce pays, de même qu'en Algérie, qui ont été pratiquement négligées depuis les indépendances. Alors on va parler un petit peu de votre livre. Bien sûr, nous allons aborder tous ces sujets. Monsieur Harkoun, comment pouvez-vous nous présenter donc cet ouvrage de Manhattan à Bagdad, Au-delà du bien et du mal? On sait qu'en fait, je l'ai lu, c'est une discussion avec Joseph Maïla, qui est un Libanais chrétien, qui est professeur de sciences politiques à Paris. Donc c'est une discussion entre lui et vous. Exactement. Alors c'est une discussion qui a 2 dimensions, et 2 dimensions complémentaires, parce que Joseph Maïla est professeur de sciences politiques, et nous savons que les sciences politiques, ou la politologie, comme on l'appelle aussi, réfléchissent sur le court terme. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, dans les 30 dernières années? Vous avez remarqué, par exemple, que depuis la deuxième intifada, tous les journalistes, tous les politologues ne s'intéressent qu'à ce qui se passe depuis 2 ans, bientôt 3 ans. Rien ne s'est passé avant, ce qui est inadmissible. Absolument, il s'est passé beaucoup de choses. Ce qui est inadmissible. Donc, Joseph Maïla s'est prêté à cet exercice qui consiste à converser avec un historien qui, lui, travaille sur la longue durée. C'est-à-dire qu'en tant qu'historien de la pensée islamique, je remonte aux sources. La période de la révélation du prophète, le Coran, le hadith, les usul fiqh, les usul din, etc. Tout ce qui constitue la substance intellectuelle et le travail intellectuel dans la pensée islamique qui soutient la croyance musulmane. Et je remonte jusque-là pour dire une chose extrêmement importante, les régressions du champ intellectuel musulman, c'est-à-dire de la réflexion et de la réflexion critique, n'a pas commencé avec le colonialisme, comme nous l'a dit et redit le discours nationaliste. Le discours de Jamal Abdel Nasser tous, les Ba'ath et tous. Et nous, les Maghrébins. Nous, les Maghrébins. Il a commencé au XIIIe siècle, bien avant qu'on parle de colonialisme. Et cette page d'histoire du XIIIe siècle jusqu'en 1800, quand Napoléon débarque en Égypte, n'est pas encore écrite du point de vue de l'histoire intellectuelle de l'islam comme religion et comme culture. C'est très important, parce que nous dépendons des ignorances qui se sont creusées déjà pendant près de 5 siècles. Alors justement, dans votre avant-propos, et là on va revenir à nos temps, à ce que nous vivons actuellement, au temps moderne, dans votre avant-propos, vous écrivez que les États-Unis devaient lire ces attentats du 11 septembre comme un appel désespéré à une pensée et à une action politique susceptible de transformer rapidement un événement tragique en avènement d'une histoire solidaire des peuples de la Terre. Alors, vous entérinez ces ruptures profondes entre des sociétés, des cultures et des peuples voisins. Oui. Alors, une des originalités de ce livre, c'est que nous avons un œil critique aussi bien sur l'Occident et la manière dont l'Occident a utilisé la modernité pour étendre une domination économique
et politique sur le reste du monde, sans transférer l'essentiel de la modernité à tous ces peuples en dehors de l'Europe et de l'Amérique. Ça, c'est une critique fondamentale que nous devons faire. Mais jusqu'ici, nous ne l'avons pas faite parce que nous ne connaissons ni notre histoire, toujours notre histoire intellectuelle, ni l'histoire réelle de la modernité en Europe. Qu'est-ce qu'elle a fait et qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Car la modernité, et il faut peut-être dire un mot, tout le monde s'interroge sur cette modernité, pour aller vite, bien sûr. On va en parler longuement, parce qu'il est prévu qu'on en parle, de la modernité, de la modernisation, parce qu'on a souvent tendance... C'est comme vous voulez, mais en tout cas, il faut dire... Ce que je voudrais, professeur, que vous nous expliquiez, c'est ce rôle prépondérant, cette hégémonie des États-Unis. Vous en parliez dans votre livre. Les États-Unis sont aujourd'hui absolument incontournables. Absolument. Alors là, il faut comprendre ce qui s'est passé. Depuis 1989, la fin du monde communiste. Jusqu'en 1989, la puissance des États-Unis, surtout puissance militaire, était tout de même contrebalancée par la puissance militaire de l'Union soviétique. Et nous avons vécu dans ce qu'on appelle la guerre froide avec l'équilibre de la terreur d'une guerre atomique, puisque l'URSS avait ses bombes atomiques, ces fameuses bombes atomiques, et évidemment, l'URSS avait la sienne et la France a fabriqué la sienne. Vous vous souvenez qu'on parlait de la force de dissuasion que la France elle-même, malgré ses dimensions, a voulu se donner. Donc on vivait dans l'équilibre de la terreur. Après 1989, la puissance américaine a pu se développer sans aucune espèce d'obstacle ou de contrepartie, où que ce soit. Et cette évolution est tout à fait normale, parce que la puissance des États-Unis, à tous égards, sur le plan technologique, sur le plan de la recherche scientifique, sur le plan des ressources humaines, c'est une société extrêmement dynamique, parce qu'elle est faite entièrement d'immigrés qui sont venus là pour travailler, pour réussir, pour faire sa vie, et vous voyez comment ça se passe, et donc ils ont acquis une avance considérable, même par rapport à l'Europe, et nous le voyons très bien aujourd'hui. Et là, les Américains ont atteint une sorte de sommet de leur puissance et ils l'utilisent en face d'un monde qu'ils qualifient de dangereux. Ça, c'est une expression qui est utilisée par des intellectuels américains qui soutiennent l'administration Bush, comme on l'appelle, dans la politique qu'elle est en train de développer sur le monde pour répondre à ce monde dangereux. Quel est ce monde dangereux? C'est tout le monde qui n'a pas été touché par la modernité. C'est ça. Alors, mais il ne suffit pas de nous accuser de n'avoir pas été touchés par la modernité. Nous faisons l'histoire de l'Europe et des États-Unis. Comment ont-ils utilisé la modernité à notre égard? Et comment la modernité, en tant que produit intellectuel, a échoué dans ses contacts avec les autres cultures? Oui. Alors, dans votre livre, vous parlez également de la clôture dogmatique. C'est quoi? Eh bien, la clôture dogmatique, c'est ce que nous avons produit depuis le XIIIe siècle. Oui. En deux mots, du 7e siècle jusqu'au, disons, depuis le début des Omeyyades. Les Omeyyades, la dynastie Omeyyade, c'est 661, ils se sont installés à Damas avec Muawiyah. Jusqu'en 1258. 1258, c'est la prise de Bagdad par les Mongols. C'est pour ça que je parle de XIIIe siècle, mais pour d'autres raisons aussi. Ce n'est pas seulement pour cet événement politique. Donc ça fait 7 siècles à peu près d'intense activité de production intellectuelle, culturelle dans le domaine islamique. La pensée islamique a joué un rôle non seulement de production très féconde pour elle-même, mais aussi pour l'Europe médiévale. Donc c'était une pensée plurielle. Il y avait plusieurs écoles. Les écoles juridiques, par exemple, discutaient entre elles pour fixer ce que nous appelons le droit musulman. Les exégètes du Coran discutaient entre eux. Aucun ne pouvait imposer son exégèse en disant c'est ça qu'il faut suivre pour faire le droit musulman. La théologie. Aujourd'hui, quand on prononce le mot théologie, personne ne comprend. On ne sait pas de quoi il s'agit. Parce que nous-mêmes, nous l'avons éliminé de notre cursus éducatif. Comme certains Européens, la France aussi l'a éliminé. Ça, c'est un problème lié justement à une certaine compréhension de la modernité. Or, la théologie est une nécessité pour toute pensée religieuse,
qui veut rester à l'écoute du travail de la raison qui contrôle les croyances religieuses qui peuvent, sans cela, devenir des superstitions, devenir des dogmes rigides qui sont appliqués de façon rituelle, c'est-à-dire mécanique, sans penser aux conséquences. Et donc c'est ça la clôture dogmatique. C'est cela la clôture dogmatique, c'est le rejet progressif de la raison critique. La théologie utilise la raison critique, mais la théologie sans la philosophie aussi nous met en danger, parce qu'elle peut nous développer aussi des croyances dogmatiques non contrôlées. C'est ce qui nous est arrivé. Et cela depuis longtemps, il faut en prendre conscience. Car quand nous enseignons à nos jeunes au lycée l'histoire de la pensée islamique, nous insistons sur l'asr al-dhahabi, l'âge d'or de la pensée islamique, c'est-à-dire ces siècles de production. Et nous ne parlons presque pas du tout de ce qui s'est passé du XIIIe siècle jusqu'en 1800. Or là, il s'est passé des choses qui représentent une régression intellectuelle dont nous allons souffrir au XIXe siècle et dont nous souffrons encore plus aujourd'hui parce que les États postcoloniaux, et ça c'est un point d'histoire important, je ne fais pas de politique, un point d'histoire, quel est le système éducatif et quel est le discours idéologique officiel de tous les États après les indépendances, depuis le Maroc jusqu'à l'Indonésie. Nous savons qu'il y avait des États qui ont opté pour le socialisme à la manière soviétique, et donc qui ont négligé complètement de faire étudier cette histoire de la pensée islamique d'une manière scientifique. Or, on l'a fait étudier d'une manière dogmatique. On l'a confié à des professeurs qui ignorent totalement ce qu'est la discipline de l'histoire. C'est une discipline scientifique. C'est comme si vous étudiez la médecine, si vous faites du droit, si vous faites des mathématiques. Il vous faut un entraînement, il vous faut de bons professeurs. Eh bien, l'histoire, c'est ça. Or, nous avons négligé, ça je le dis professionnellement, je sais ce qui se passe. À la Sorbonne, j'ai reçu pendant 30 ans des élèves venant du Maroc. Ils le savent, il y a beaucoup de Marocains qui m'entendent et qui savent ce qui s'est passé avec moi à la Sorbonne. Des Tunisiens, ben vous êtes un témoin, des Tunisiens, des Algériens, des Égyptiens, des Saoudiens, des Turcs, des Pakistanais, tous à la Sorbonne. Donc mes références sont larges. Eh bien, je constatais année par année la régression de la formation en histoire de mes étudiants. D'abord, ils n'étaient pas formés dans la langue, en l'occurrence le français, ça peut être l'anglais, car j'enseignais aussi en anglais. Ils étaient de moins en moins formés en anglais ou en français pour pouvoir recevoir les cours. Et ensuite, sur le plan de la méthodologie de l'histoire, ils ne savent pas ce que c'est qu'un raisonnement d'historien. Ouais. Quand je fais un raisonnement d'historien avec eux, ils me répondent avec le livre de Maurice Bucaille, la Bible, le Coran et la science, qui a fait des ravages au Maroc et en Algérie en particulier. Les Marocains se souviennent. Tout à fait, et là, je disais, dans les années 70 et 80, quand Maurice Bucaille était notre grand mufti pour nous dire ce que c'est que le véritable islam, je leur disais, attention, c'est de l'anesthésie. Il était médecin, chirurgien. Oui, il faisait de l'anesthésie aussi par ses jongleries avec un texte religieux. Avec un texte religieux. Et tout cela, nous l'avons vécu dans nos écoles. Et nos écoles en ont souffert. Alors, pour rester dans l'histoire, professeur, Joseph Maïla dit dans cet ouvrage de Manhattan à Bagdad, au-delà du bien et du mal, que la violence du 11 septembre, oui, c'est le retour de l'histoire, ou plutôt sa continuation. Comme si cet événement s'inscrivait dans une sorte de chronologie normale. Alors, comment expliquez-vous ça ? Il veut dire par là que, effectivement, la violence entre les cultures, et les cultures, jusqu'à la modernité, ont toutes été imprégnées de religion. Ce sont les religions qui alimentent les cultures et qui alimentent aussi la vie intellectuelle. Ce n'est pas seulement pour l'islam, comme je viens de le dire, le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, etc. Et ces cultures ont développé, comme nous,
des clôtures dogmatiques. Et c'est ici que nous rencontrons la nécessité absolue de regarder la modernité avec un autre œil que celui que nous utilisons. Car c'est la modernité qui va nous sortir de la clôture dogmatique, en nous enseignant que la vérité religieuse fait partie de l'histoire. Elle change avec l'histoire, elle évolue, elle revêt des relativités comme toute vérité. Or, nous sommes restés à la définition de la vérité, qui est la révélation divine descendue sur terre par l'intermédiaire du prophète. Et cette vérité divine, dès que nous prononçons un verset du Coran, automatiquement nous possédons la vérité. Alors que les exégètes musulmans médiévaux savaient ce que c'est que l'interprétation. Je n'ose pas dire un grand mot qui est plus adéquat, l'herméneutique. Oui. L'herméneutique, c'est les questions que nous devons nous poser avant de nous risquer de donner le sens d'un verset. Alors, justement... Vous voyez ? Oui, tout à fait. La prudence, jamais je n'ai donné le sens d'un verset comme ça tout droit, ou cité un verset pour illustrer une pensée. Jamais. Parce que je sais ce qui se passe. Or, aujourd'hui, nous vivons ce que j'ai appelé l'exégèse sauvage. Sauvage, oui, tout à fait. N'importe qui peut venir, prendre un verset, vous dire il signifie ça, et je vais l'exécuter immédiatement. Alors pourtant, dans votre livre et même dans vos conférences, vous rejetez avec force cette distinction entre fondamentalistes et musulmans. Pour vous, c'est la même chose. Oui, je m'explique. Il ne faut pas dire. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, je m'explique. Il ne faut pas dire que c'est la même chose comme ça d'une façon brute. Alors ici aussi, c'est un point central sur lequel l'opinion des musulmans n'est pas informée. Toujours à cause de l'école, à mon avis. Parce que, en arabe, nous avons le mot asl, usul. L'asl, c'est l'origine, c'est la racine, c'est le commencement, donc le fondement. Sur quoi on fonde, on construit toute la charia, tout le droit musulman, toute la théologie musulmane. C'est-à-dire, c'est tout un système qui est construit sur la base des fondements qui donnent une vérité à ces constructions. Or, ces fondements-là, le Coran, le hadith, pour le droit, il faut ajouter l'ijma', le consensus de qui? Des ulama ou de tous les musulmans. Ils ont discuté longtemps là-dessus, ça n'est pas fixé. Et puis le qiyas, le raisonnement par analogie. Ça, ce sont les usul al-fiqh, c'est-à-dire ce sur quoi le droit musulman repose, des racines du droit musulman. Alors justement, cette différence repose-t-elle sur l'usul, le fiqh? Oui, mais vous savez, la science des usul, il y a des volumes et des volumes. Il y a plusieurs auteurs. Ils ont discuté longtemps. Et je vous ai dit que dans la pensée islamique jusqu'au XIIIe siècle, rien ne peut se décider par la voix d'un seul auteur. Un auteur écrit un livre d'usul, un autre lui répond, en discutant par exemple à quelles conditions il y a consensus, à quelles conditions le qiyas du juriste, c'est-à-dire le raisonnement par analogie, est correct. Ibn Hazm, par exemple, notre Ibn Hazm, l'Andalou, que tout le monde connaît, il a des ouvrages, l'Ihkam fi usul al-Ahkam. C'est un grand livre, et d'une grande force intellectuelle. Qui le lit aujourd'hui? Non pas pour reproduire la position d'Ibn Hazm, mais pour voir le sérieux intellectuel d'Ibn Hazm quand il discute avec ses pairs. C'est l'exercice intellectuel qui est important. Et c'est cet exercice intellectuel que nous avons perdu. Ici au Maroc et dans toute l'Afrique du Nord, nous disons tout simplement, nous sommes des musulmans malékites. Et nous sommes contents. Mais il y a des textes. Ça nous suffit. Ça ne fondateurs. suffit pas, parce qu'il faut que le pluralisme des écoles renaisse. Parce que c'est dans le pluralisme que l'exégèse coranique devient vivante. Car chaque alim contrôle l'autre. Comme nos thèses de doctorat, exactement, ça se passe comme ça. Nos thèses de doctorat, pour être admis à l'université, on soutient une thèse devant un jury qui va la juger. Et ce jury vous donne votre diplôme, mais ça n'est pas fini.
vous publiez votre thèse, elle est soumise à la critique de tous les spécialistes. C'est comme ça qu'on avance. Alors, vous parlez dans votre livre de la pensée fondationnelle et de la pensée fondamentaliste. Exact. Alors, s'agit-il d'une distinction d'ordre culturel, sociologique, philosophico-théologique? Non, 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 ne compliquons pas les choses, parce que justement, les téléspectateurs vont nous abandonner. Ça nécessite une explication. Je connais ça, ils vont zapper sinon. Et je ne veux pas qu'ils zappent. Non, non. Alors, oui, c'est très important. Donc, allons doucement. Cette distinction fondationnelle, en français, ça veut dire qui recherche le fondement. Donc, il y a une activité de recherche du fondement. Et j'ai écrit un livre en arabe, Al-Fikr al-Usuli wa istihalatu at-ta'sil. Alors, je le dis en arabe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque la raison se met à la recherche des fondements, soit en théologie pour la religion, soit dans la connaissance pour la philosophie aussi recherche des fondements, eh bien, aujourd'hui, tel que nous connaissons le fonctionnement de la raison, il n'est pas possible de désigner un fondement qui résiste à la critique. C'est très grave. C'est très grave. Mais nous n'avons pas le choix. Parce que c'est la raison qui nous le dit. Et ce n'est pas une raison idéologique qui a une lubie comme ça et il dit c'est fini le fondement. Non, ce n'est pas Staline qui décide. C'est le consensus des chercheurs. Oui, des chercheurs. Et des chercheurs dans toutes les sciences de l'homme et de la société. Mais nous n'écoutons pas ces chercheurs. Et une des choses sur laquelle je me permets d'insister, et je ne cesse d'y insister au Maroc et ailleurs, du Maroc à l'Indonésie, c'est que nous n'avons pas, depuis nos indépendances, donné à l'enseignement des sciences de l'homme et de la société la priorité absolue qu'elle devrait avoir dans le budget, avec des bibliothèques, des professeurs, et surtout des professeurs bien formés. Parce qu'on ne confie pas l'enseignement de la religion, comme nous l'avons fait, à des professeurs qui ne savent pas ce que c'est que l'histoire. C'est très dangereux, car c'est ça qui provoque la dérive fondamentaliste dogmatique. Tandis que fondationnel, on enseigne le problème des méthodes, pour ne pas devenir immédiatement rigide et dire, ça y est, il y a ijma, donc il y a la vérité, donc il faut l'exécuter. Alors justement, y a-t-il une évolution de Ilm al-Usul? Oui, absolument, il a une histoire. Il y a une histoire de Ilm al-Usul. Le premier acte qui a été posé pour Ilm al-Usul, c'est Shafi'i, qui est le fondateur de l'école shafi'ite, dans le premier quart du IXe siècle. Il a écrit la Risalat, la fameuse Risala de Shafi'i. Mais cette Risala de Shafi'i, on devrait l'étudier dans le département d'études islamiques. Pas l'étudier pour reproduire ce que nous dit Shafi'i. Parce que culturellement, c'est obsolète aujourd'hui. Parce que la linguistique que nous pratiquons aujourd'hui n'est plus la ilm al-lugha que pratiquait Shafi'i. Donc il faut la remettre dans le circuit de la réflexion moderne aujourd'hui. Or, vous n'avez pas de professeur capable de lire la Risala de Shafi'i d'une façon justement moderne, en utilisant la linguistique, en utilisant les règles de l'interprétation des textes sacrés et en utilisant les règles de l'histoire du texte sacré lui-même, car alors, il a une histoire. Alors le rôle de l'histoire est crucial. Mais bien entendu. En ce sens que l'histoire corrige les usages idéologiques des fondements. C'est ce que je m'attache à démontrer. J'espère que beaucoup de lecteurs, malheureusement, je sais qu'il coûte cher, mais il faudrait que, je ne sais pas, une politique du livre et de la culture, je ne fais pas de publicité pour le livre, je fais de la publicité. Oui, je fais de la publicité pour l'enseignement. Rajeunir l'enseignement. Sa Majesté le Roi, après le 16 mai, je l'ai entendu, j'en ai conçu un grand bonheur, a dit le Maroc suivra la voie de la modernité. C'est une option majeure. C'est une page d'histoire. Cette page d'histoire, nous avons à l'écrire. Elle n'est pas écrite. Et pour l'écrire, il faut commencer par nous libérer des carcans dogmatiques que nous avons créés nous-mêmes
et que nous avons hérité aussi du passé. Car nous ne sommes pas libérés des carcans dogmatiques mis en place par une scolastique depuis le XIIIe siècle, presque jusqu'à nos jours. Rapidement, professeur, ceux qui se livrent à des actes terroristes, font-ils un geste intellectuel? Écoutez, d'abord, personnellement, je ne dis pas ceux qui se livrent à des actes terroristes. Vous avez constaté que le 16 mai, ce sont des Marocains. Oui, c'est des Marocains. Eh bien, les Marocains, c'est des Marocains, ce sont des citoyens. Tout à fait. Ils ont grandi dans la terre marocaine. Ils ont grandi dans la cité marocaine. Donc, je les considère comme tels. Bon, ils ont été amenés à faire cet acte que, évidemment, nous refusons. Mais ici, encore, je reste un enseignant. Je dénonce l'enseignement. L'enseignement qui n'a pas été donné à ces jeunes-là. Et il est urgent de penser à ça. Alors, qui est responsable? Ah ben là, ce qui est responsable... Ceux qui font les programmes... Non, je ne vais pas dire tout de suite le ministre de l'Éducation, c'est trop simple, ce n'est pas une réponse. Mais c'est la vision générale des gouvernements successifs que nous avons eus depuis les indépendances. Ces gouvernements successifs ont obéi à une définition plus idéologique du futur de nos nations que véritablement culturelle, intellectuelle, assise sur des données solides. C'est-à-dire que, par exemple, l'enseignement de l'anthropologie, jusqu'à présent, il est, pour ainsi dire, refusé, et même interdit, à un moment donné en Algérie. Au lendemain de l'indépendance, on disait c'est une science coloniale. Mais l'anthropologie aujourd'hui, c'est la clé absolue de la lecture de toutes les cultures du monde, surtout lorsque ces cultures sont rassemblées dans un même espace de citoyenneté, comme nous l'avons dans tous les pays européens aujourd'hui. Avec l'immigration, les problèmes que connaissent les pays européens, mais les États-Unis, ils connaissent ça depuis leur fondation, c'est surtout l'Europe qui n'est pas habituée à ça. Eh bien, en France, par exemple, vous avez dans une école des élèves de 60 origines culturelles et linguistiques différentes. Vous vous rendez compte? Alors, il y a plusieurs anthropologies, professeur, juste pour expliquer aux téléspectateurs. Il y a l'anthropologie historique, politique... il faut dire aux téléspectateurs, je m'excuse, oui, voilà. Quand je prononce le mot anthropologie, je m'arrête toujours normalement pour dire que l'anthropologie, c'est l'étude de l'être humain en société. Comment l'être humain utilise-t-il ce qu'on appelle le sacré? Utilise-t-il ce qu'on appelle le mythe, ce qu'on appelle le rituel, qui sont les trois fondements de la croyance religieuse. Or, voilà, je viens d'utiliser le rite, mais qu'est-ce que c'est que le rite? Qui explique le rite? Je viens d'utiliser le sacré. En arabe, on dit le muqaddas. C'est faux, parce que le muqaddas, c'est le saint. En français, il y a le saint et le sacré. Ah, vous voyez les confusions qui se déroulent dans la tête. Et personne ne vient lever ces confusions. Ou presque. Il y a heureusement quelques anthropologues au Maroc, mais ça n'est pas suffisant au regard de l'enseignement dont nous avons besoin. Je ne nie pas qu'ils existent. Ils font les malheureux. Je me souviens en Algérie, en 1985, le gouvernement algérien a décidé brutalement d'arabiser les sciences sociales, c'est-à-dire la sociologie, la linguistique, l'anthropologie quand elle est enseignée, arabisée du jour au lendemain. Or, tous les jeunes professeurs qui enseignaient ces sciences sociales, ils étaient formés soit en France, soit en Angleterre, soit aux États-Unis même, et donc dans une langue européenne. Or, les sciences sociales produisent presque chaque jour des outils nouveaux de la pensée, toujours des concepts nouveaux, comme on dit, des concepts opératoires. Concept opératoire, c'est comme le chirurgien, il a des instruments opératoires pour bien opérer. Et nous, pour bien opérer la religion, qu'est-ce que ça veut dire, etc., il nous faut des outils comme ça, bien faits. Or, ces outils n'existent pas en langue arabe. Alors, vous avez beaucoup évoqué la modernité. Vous en parlez depuis le début de cette émission. Alors, nous y revenons. Voilà. Alors, vous parlez beaucoup dans votre livre d'Orient et d'Occident.
et en mettant en opposition modernité et modernisation. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux concepts, en fait, puisqu'il s'agit de concepts? Alors, oui, effectivement, j'ai constaté que ces quelques jours au Maroc, par exemple, j'étais à Rabat pour un séminaire. Beaucoup parlaient de modernisation comme si c'était en même temps la modernité. C'est absolument faux. La modernisation, c'est moderniser, par exemple, un intérieur, c'est acheter des meubles, des fournitures qui sont modernes, c'est-à-dire récentes. Avoir une télé, une voiture. Exactement. Faire avoir une voiture moderne, récente, la plus récente, pourvue de tous les gadgets matériels, etc. L'Arabie saoudite est une championne de la modernisation. Elle possède tous les conforts possibles et imaginables produits par les technologies pour assurer le confort des gens, parce qu'ils peuvent se payer ce confort. Mais la modernité, c'est-à-dire ce changement de regard de la raison humaine sur l'homme lui-même, pour s'interroger, qu'est-ce que l'homme? D'où vient l'homme? Que fait l'homme? Quand l'homme parle de vérité, comment construit-il cette vérité pour la faire partager? Voilà. C'est ce regard-là. Alors, la modernité consiste à dire que la vérité religieuse telle qu'elle a été enseignée jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle a été construite par des théologies. Théologie, c'est le discours sur Dieu, c'est-à-dire réfléchir sur la parole de Dieu, et non pas par la philosophie. La philosophie ne rejette pas la religion, mais elle pose des questions, par exemple, sur l'histoire de la Bible, sur l'histoire des évangiles. Les Européens ont commencé à poser des questions sur l'histoire de la Bible depuis le XVIe siècle, au temps de Guillaume Budet et beaucoup d'autres, des humanistes comme on les appelle. Et nous, musulmans, jusqu'à présent, ce chapitre-là n'est pas ouvert. On va mettre les bouchées doubles, professeur, parce qu'il nous la reste modernité, plus qu'une dizaine de minutes. C'est ça, et j'insiste parce que la modernité aussi n'est pas enseignée dans nos écoles. Quand vous enseignez l'histoire en utilisant des références mythiques au passé, vous ne faites pas de la modernité. Vous faites ce que j'ai appelé dans le livre de la mytho-histoire. C'est-à-dire vous faites passer l'histoire critique, contrôlée, avec du mythe, des récits mythiques. Je n'ai pas le temps, malheureusement, d'expliquer. Oui, on n'a vraiment pas le temps, parce qu'il est une question que je voudrais vous poser à la lecture de votre livre. Vous écrivez à la page 193. C'est ainsi que les uns préfèrent passer sous silence les versets les plus explicites sur la guerre juste, dans la sourate 9, comme dans la Bible, tandis que les activistes s'en servent pour réactiver ce que l'assassin d'Anwar Sadat a appelé l'obligation absente, c'est-à-dire le djihad tel qu'il l'avait théorisé. Cela nécessite une explication, professeur. Absolument. Eh bien oui, ça c'est l'histoire de la pensée islamique. Voilà. C'est le cœur de l'histoire de la pensée islamique. En effet, la sourate Tawba contient le verset 5 qui dit que, après que les mois sacrés sont écoulés, il faut aller faire la guerre aux polythéistes, les mouchriquins, c'est-à-dire ceux qui ne confessaient pas encore, qui n'adhéraient pas encore à l'unicité de Dieu comme l'islam l'enseigne. Et les exégètes ont appelé ce verset « ayatus saif ». Saif. Donc il y a un problème là, qui aujourd'hui mérite une relecture, justement dans la modernité. On ne peut pas lire ce verset et l'appliquer littéralement dans son sens littéraire en disant les mouchrikoun, c'est la majorité des Marocains aujourd'hui aux yeux de ceux qui lisent ce verset en décidant que la société marocaine est devenue polythéiste. C'est un peu le raisonnement, je raccourcis évidemment. Et donc, professeur... C'est ce que j'appelais l'exégèse sauvage. C'est ça, l'exégèse sauvage. Il s'agit de réfléchir autrement. Alors, il s'agit de relire ce verset. Je suis en train d'écrire un livre sur la sourate Tawba, parce qu'elle est très utilisée. Alors, comme je l'ai dit, les intellectuels évitent de mentionner ce verset pour dire que l'islam est une religion de paix.
Par exemple, j'ai entendu M. Boutalbissi à 2M cette semaine, il a fait une belle prestation et il répétait sans cesse l'islam est une religion de paix, certes, mais il y a la sourate 9 et d'autres versets comme la sourate 9, car le Coran s'exprime beaucoup sur le combat et le Coran classifie les hommes. Les chrétiens et les juifs, ce sont des Ahl al-Kitab. Les polythéistes, ils sont complètement mis en dehors de la révélation, jusqu'à ce qu'ils acceptent, comme le dit le verset 4, de venir faire la prière et acquitter la zakat pour devenir des musulmans. Donc là, il y a un problème de lecture du Coran. Et ça, c'est extrêmement urgent. Parce que si nous ne faisons pas cette lecture dirigée, pédagogique, alimentée de toutes les ressources dont nous disposons aujourd'hui, des historiens, des exégètes, des philosophes, des linguistes, pour éclairer le texte coranique, pour lui donner une nouvelle vie. Ce n'est pas pour le supprimer, comme disent certains. Pas du tout. Mais, je le répète, vous voyez, vous avez là un bel exemple du problème éducatif que nous n'avons pas résolu malheureusement. Et j'adjure le ministre de l'Éducation aujourd'hui, après le 16 mai, vraiment de former une commission ad hoc pour définir le rôle des sciences sociales dans tout l'enseignement. Ce qui veut dire encourager la recherche scientifique dans les sciences sociales pour produire des professeurs modernes qui vont enseigner cela à nos adolescents au lycée. Alors, voilà la révolution qu'appelle d'urgence le 16 mai. Ouais, il faut former des formateurs. Absolument. Alors, la France est en train de le faire. Tout à fait. Parce qu'elle n'a pas de professeurs pour enseigner ça. Alors ces intégristes sont en fait le produit de nos sociétés. Absolument. Ah bah oui. C'est nous tous. Quelle est la source de ces dérives complètement fantasmatiques, complètement folles? Bon, alors justement, nous parlons de religion, de textes coraniques, etc. Il ne faut pas que les téléspectateurs croient que l'islam est la seule cause de tout cela. Oui, justement, c'est ce que je voudrais expliquer. Il y a beaucoup d'autres causes. Il y a beaucoup d'autres causes. On a pointé les bidonvilles, l'habitat, mais il y a aussi le travail. Et puis les bidonvilles, si vous construisez des HLM, ça n'est pas mieux, du point de vue justement de la violence que génère le mode d'habitat de nos populations nombreuses. En France, on a détruit beaucoup d'HLM qui ont été construites dans les années 60. Donc l'HLM n'est pas une réponse. Surtout s'il n'y a pas l'éducation avec, et s'il n'y a pas le travail avec, le droit au travail. Ça, c'est absolument nécessaire. Oui, vous parlez de l'islam, mais le véritable islam n'a pas poussé. Ce n'est pas le véritable islam qui a poussé ces gens-là à commettre ces crimes horribles. Alors, professeur, non, c'est juste pour remettre les pendules à l'heure. Professeur, vous persistez à vouloir discuter avec ces intérêts fondamentalistes. Absolument, ce sont des citoyens. Même s'ils refusent le dialogue, mais acceptent-ils de dialoguer? Non, moi, je suis professeur, je suis enseignant, et l'enseignant, la première qualité, c'est la patience. Il est là, il explique patiemment, jusqu'à son interlocuteur accepte d'écouter et de suivre les explications qui lui sont données. Et c'est ça, l'instituteur répète, le professeur répète, il faut répéter, et puis surtout, il faut y aller doucement. Donc votre approche doit être purement pédagogique? Absolument. Oui, bien sûr. Bien sûr. Celui qui n'a pas eu accès à tout ce dont nous venons de parler, là, on vient de parler de la linguistique, vous savez, la linguistique, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est une clé, comme l'anthropologie. Et il y a aussi la psychologie. Ça, c'est les sciences de l'homme et de la société, encore une fois, sans lesquelles ces jeunes ne peuvent pas lire le monde dans lequel nous vivons. Et puis aussi, comme cause de ces dérives, etc., j'ai parlé, on ne l'a pas suffisamment évoqué, j'ai parlé de l'Occident. Oui, énormément. Oui. Énormément de l'Occident. Et je parle de l'Occident et de l'Europe. Et je distingue historiquement
le concept d'Occident qui, désormais, s'étend au G8. Dans le G8, il y a le Japon. Oui. Le Japon ne fait pas partie de la culture occidentale telle que nous l'avons connue. Et donc, il faut bien distinguer cet Occident comme force économique, monétaire, technologique, militaire, et puis l'Europe. L'Europe qui est une terre de longue histoire. Tout à fait. C'est un sujet vaste, dense, incommensurable. Là, malheureusement, le temps nous ne permet pas d'aller dans ce sens. Mais pour revenir aux attentats du 16 mai, on va terminer par là, cette phrase de Karl Marx que je ne connaissais pas, que j'ai découverte dans votre livre, « Le poids des morts pèse très lourd sur le cerveau des vivants ». Eh oui, ça veut dire que ces morts, comme les innocents qui sont morts avec les attentats, tous les attentats à travers le monde, ce sont des innocents. Peut-être ont-ils participé à faire quelque chose sans le savoir et qui produit cette situation où nous vivons, mais ce sont des innocents. Et nous les avons sur la conscience, normalement. Or, nous ne savons pas lire notre passé. C'est l'autre aspect de la formule. Tout à fait. Marx nous dit qu'il faut maîtriser la connaissance de notre passé. Parce qu'il y a beaucoup de mythologies qui sont transportées dans nos têtes par l'enseignement lui-même. La reproduction des images du passé qui n'ont pas fait l'objet de... Parce que l'histoire critique, elle est née au XIXe siècle. Avant, on faisait de la mythologie. Monsieur Harkoun, je suis vraiment obligé de vous interrompre. Ah bah oui, là, on a consommé le temps qui nous est J'espère que, quand même, les téléspectateurs n'ont pas zappé. Non, non, vous avez vraiment éclairé notre lanterne sur des sujets extrêmement complexes, extrêmement difficiles. Oui, oui. Merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Je sais que vous avez un programme, un emploi du temps extrêmement chargé. Mais c'est un plaisir et c'est mon devoir de citoyen et d'éducateur. Merci, monsieur Harkoun. Quant à nous, madame, monsieur, eh bien, à dans 15 jours, si vous le voulez bien.